Bienvenue en direct à ce débat sur les 12 chaînes de proximité et avec les têtes de liste aux européennes, parce que ne me dites pas que ça vous a échappé. Le 9 juin, vous allez voter 3 fois pour les régionales, pour le fédéral, mais aussi pour les européennes. Et l'Europe, ça compte, ce ne sont pas les 6 invités autour de la table qui diront le contraire. Alors, le tirage au sort a voulu que l'on commence par vous, Sophie Wilmès. Vous êtes candidate MR, vous avez été première ministre, vous avez été ministre des Affaires étrangères et vous vouliez vraiment être sur la liste européenne. Pourquoi et de quelle Europe rêvez-vous? Vous avez 1 minute pour répondre et on posera la même question à chacun d'entre vous. Bonsoir d'abord. Évidemment, je souhaitais ardemment être sur cette liste parce que les décisions qui sont prises au niveau européen impacte notre quotidien. Alors moi, je souhaite d'abord avoir une Europe de la paix. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été construite, cette Europe, et c'est d'autant plus important que nous avons la guerre à nos portes. Je souhaite aussi une Europe des valeurs, une Europe qui garantisse nos libertés individuelles, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'état de droit. Et aujourd'hui, les extrêmes remettent ceci en question, alors que ça paraît acquis dans nos pays. Je souhaite aussi une Europe proche des gens, qui prend des décisions sur la base du terrain et pas de manière bureaucratique, comme on l'a vu avec les agriculteurs. Et puis pour finir, je souhaite une Europe qui prenne son destin en main, qui s'affranchisse de ses dépendances. On a vu comme on a souffert de l'augmentation des prix suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et notre trop grande dépendance au gaz et au pétrole russe. Voilà, le contrat est respecté, la minute est respectée. Alors, je ne sais pas si ça préfigure le résultat des urnes, mais au tirage au sort, vous arrivez deuxième, Elio Di Rupo, tête de liste PS, ministre-président de la Wallonie. Vous avez déjà été député européen, c'était il y a 35 ans à peu près. C'était une autre Europe, mais quelle est l'Europe dont vous rêvez aujourd'hui? L'Europe dont je rêve, c'est une Europe juste. Une Europe équitable, une Europe qui protège tous nos concitoyens, que ce soit les personnes qui travaillent, les pensionnés, les personnes seules. Une Europe aussi qui soit capable de préserver nos libertés à un moment où on voit l'extrême droite monter d'une manière extrêmement dangereuse. Et enfin, une Europe forte à l'échelle internationale. On l'a dit, on a la guerre à notre porte et on y est engagé d'une manière très déterminante et on ne peut pas laisser gagner Poutine. Et donc, il nous faut une Europe capable également de défendre nos concitoyens sur le plan physique. Yvan Verhofstadt, vous êtes tête de liste des engagés, vous venez de la société civile, hein, vous êtes entrepreneur. Votre siège au Parlement européen n'est pas acquis d'avance, mais on sait que vous avez quand même bon espoir. Pour quelle Europe souhaitez-vous vous engager, sans jeu de mots? Je voulais vraiment m'engager au niveau européen parce que je suis convaincu que c'est à ce niveau-là que les changements nécessaires peuvent être faits, changements à la racine. Moi, je pense que l'Europe, elle a besoin d'un nouveau souffle pour avoir une Europe vraiment plus forte, plus protectrice de nos citoyens, de nos entreprises, de nos agriculteurs. Il faut une Europe qui est beaucoup plus un État stratège, qui ose vraiment allier écologie et économie. Et je pense que c'est une des plus grosses erreurs que l'on a faites, c'est parfois d'opposer écologie et économie. Et moi, j'ai envie, par l'économie, d'arriver à relever le défi écologique. Mais pour ça, on aura besoin d'une Europe plus autonome, une Europe qui n'est pas seulement consommateur, mais vraiment d'inventeur, de producteur, qui est capable vraiment de donner des opportunités à tout le monde. Mais une Europe qui gagne. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra relever le défi et faire barrage aux extrêmes. C'est en ayant une Europe qui gagne, qui se défend, qui est autonome, qui est capable d'avancer et protéger ses industries. Alors Fabrice Van Dorp, vous êtes tête de liste du parti Défi. Et pour vous, c'est pas gagné, hein, parce que pour le moment, le parti Défi n'a pas de siège au Parlement européen. Vous aurez peut-être bien besoin d'un fer à cheval pour vous porter chance. Et je dis ça parce que vous êtes un ancien cavalier professionnel. De quelle Europe rêvez-vous? Mais moi, je rêve d'une Europe prospère et forte sur le plan humain parce qu'on voit les distensions pour l'instant. On voit que le message politique n'est pas bien compris et en même temps, il y a beaucoup plus de disputes que d'actions. Je pense qu'il faut une Europe stratégiquement forte. Il faut une Europe plus humaine où la liberté doit être conservée, doit surtout pérenniser cette liberté. Je pense qu'il faut un sursaut. On est la 3e puissance mondiale, mais on n'arrive pas vraiment à s'entendre. Alors moi, je me suis engagé, c'est vrai que pour l'Europe,
pour peut-être avoir plus de cohésion et en tout cas avoir un langage plus créatif et plus fraternel, je vais dire. Parce que dans les disputes intestines, il faut faire face bien sûr à cette montée de l'extrême droite, mais il faut vraiment amener un message que les gens maintenant se disent « Ok, la politique c'est aussi agir ». Et je crois qu'il faut de l'action au-delà des slogans. Saskia Bricmont, vous êtes tête de liste écolo et vous, votre défi, ce sera de conserver le deuxième siège pour votre parti. De quelle Europe rêvez-vous ? Moi, je rêve d'une Europe qui prend le tournant écologique, social et démocratique qu'il est temps qu'elle prenne. On sait que la montée de l'extrême droite va dépendre aussi, et son poids va dépendre des alliances que les grands groupes majoritaires seront prêts à faire, soit avec elle, pour plus de conservatisme, voire de recul, notamment environnementaux et en matière de droits fondamentaux. On n'aura pas une Europe féministe et égalitaire avec eux. Soit au contraire, un pacte progressiste qui amplifie le pacte vert et qui le fait battre d'un véritable cœur social. Pour rendre les choix écologiques moins chers, pour accompagner la transition écologique de tous nos secteurs, énergétique, 100% renouvelable, industriel, isolation des logements, l'alimentation saine pour tous. Non, il n'est pas normal que le bio soit encore toujours une affaire de bobos. On veut faire en sorte que ces choix écologiques deviennent accessibles à toutes et tous et faire aussi que le pacte vert devienne un enjeu international pour avoir un véritable commerce juste, un commerce équitable et rendre l'Union européenne indépendante sur le plan énergétique. Retrouver sa souveraineté alimentaire industrielle, c'est essentiel face aux États-Unis, à la Chine et aux autres. Marc Botenga, tête de liste PTB, vous rêvez en tout cas d'avoir un deuxième siège au Parlement européen. Et vous, l'Europe, vous l'imaginez comment ? Je sens que le mot rupture va survenir dans votre réponse. Oui, moi je me suis engagé au niveau européen justement d'une part parce que je crois dans la coopération européenne. Je crois qu'ensemble nous pouvons améliorer les choses, le quotidien des gens, mais en même temps, oui, en rupture avec disons cette Union européenne qui a été construite par les partis traditionnels, on se dit tout tourne autour de l'argent, du marché, de la concurrence. Hein. Et très souvent quand les gens entendent parler de l'Europe, c'est parce que vous dépensez trop en matière de pension, l'indexation de vos salaires, ça ne va pas, ou il faut interdire la voiture thermique. Et nous, on se dit, pourquoi est-ce qu'au niveau européen, les libertés économiques libérales ont priorité sur les droits sociaux ? Ça n'a pas de sens. Donc il nous faut une Europe fondamentalement autre, où on dit l'important, c'est le social, c'est le climat, effectivement, et nous allons mettre la politique économique au service des gens. Nous allons mettre cette intégration européenne, comme on l'appelle, au service des travailleurs, plutôt que de toujours stimuler la concurrence, le profit des multinationales. Donc ça, c'est la rupture, effectivement. Alors, le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation première des citoyens en Europe, mais aussi en Belgique, bien sûr. On va écouter une question, la question d'un citoyen bruxellois qui évoque notamment la thématique de l'impôt sur les millionnaires. On ne va pas dire davantage taxer les riches parce que ce sont eux qui créent de la richesse, ne l'oublions pas. Il faut qu'ils soient récompensés pour le risque qu'ils prennent, ça c'est dedans. Mais cessez de croire que la théorie du ruissellement, ça veut dire qu'en devenant riches, ils vont redistribuer ça dans la société, ça marche. Ça ne marche pas. Parce que la plupart du temps, quand les gens deviennent riches, ils trouvent des endroits un peu plus qui leur permettent de plus planquer leurs sous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils font de l'évasion fiscale. Et donc, je pense que peut-être pour les plus grosses fortunes, pour taxer un peu plus peut-être le capital des multinationales, ce genre de choses. Il y a des leviers. Moi, je ne suis pas au pouvoir, mais je pense qu'il y a des leviers pour pouvoir mieux redistribuer la richesse. Marc Botenga, la taxation des millionnaires, le pouvoir d'achat, c'est un peu du pain béni pour vous, parce que c'est votre fonds de commerce en quelque sorte. Mais que peut faire l'Union européenne ? Je ne pense pas que ce soit un fonds de commerce, je pense que c'est une question sociale et démocratique essentielle. C'est que nous voyons qu'aujourd'hui, effectivement, les très riches, les multimillionnaires, on ne les taxe pas sur leur capital. Et ça, il faudrait le faire pour dire, voilà, plutôt que d'avoir cette concentration de capital dans les mains de quelques-uns, faisons-les contribuer davantage à la société. Et l'Europe peut le faire. L'Europe peut avoir cette politique fiscale plus juste au service des gens. Et ça ne se limite pas à ça. On pourrait taxer, par exemple, ces surprofits dans quelques secteurs que font les multinationales, ou on pourrait regarder les transactions financières, la spéculation. Pourquoi est-ce que l'Europe, justement, qui peut avoir cette fonction-là, ne le fait pas ? Pourquoi est-ce que ça fait des années qu'on en parle, mais qu'on ne l'impose pas ? Voilà. Ça aussi, si on veut revenir sur la rupture, ce serait une véritable rupture. Et Dieu Di Rupo, la taxation des millionnaires. En fait, le Parti socialiste est pour. Vous avez même introduit une pétition au niveau européen pour obtenir cette taxation sur les grandes fortunes. Je pense que c'est une question de justice.
et de justice sociale, il n'est quand même pas anormal de demander à celles et ceux qui ont plus de moyens de contribuer plus que les personnes qui ont très peu de moyens. Ça me paraît tout à fait logique, d'autant plus que les besoins financiers sont énormes dans notre pays, à la Belgique, si on ne veut pas détricoter nos soins de santé, si on ne veut pas, et on ne doit pas toucher à l'indexation automatique des salaires et des allocations et des pensions. Donc, il nous faut des moyens financiers. Mais nous, au niveau européen, on ne pourra pas faire ce qu'on appelle le Green Deal, on ne pourra pas faire l'Europe de la dépense sans moyens financiers. Et quand on demande où allez-vous prendre les moyens financiers, personne ne répond, personne ne veut donner des sous. Mais que l'on prenne, je dirais d'une manière raisonnable, en fonction de la largeur des épaules des uns et des autres. Si vous avez des épaules plus larges, mais vous contribuez un peu plus au bien commun. Il n'y a là aucun scandale à cet égard. Sophie Willimès, on se dit que c'est une bonne idée, la taxation des grandes fortunes. Alors en fait, pour renflouer les caisses de l'Union européenne qui sont vides. Si c'était une tellement bonne idée, je pense que les pays qui se sont attelés à taxer les grands patrimoines ne seraient pas revenus sur leur idée. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus sur cette idée-là? Parce que c'est une idée qui ne fonctionne pas. Par contre, est-ce qu'il faut, de manière générale, faire porter sur les épaules les plus larges un poids, évidemment, qui permet effectivement d'aider celles et ceux qui en ont besoin, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs le cas en Belgique. On est en Belgique, il faut savoir, le deuxième pays de l'OCDE le plus taxé en termes de capital. Et figurez-vous que nous sommes le pays le plus taxé aussi en termes de salaire. Et donc toujours au lieu d'avoir cette espèce de réflexe de taxer davantage comme une espèce de baguette magique qui serait la réponse à tout, je pense que nous devons aussi regarder à la manière dont on dépense les choses. Et évidemment, comme tout est binarisé dans notre société, quand on dit qu'il faut regarder la manière dont on dépense l'argent, on va tout de suite vous dire « Ah, mais vous voulez faire des coups de son, vous voulez l'austérité ?» Non, il y a moyen quand même de faire des dépenses de manière de plus efficace. On voit aujourd'hui que les dépenses de la Belgique, c'est 56% du PIB, alors que la moyenne européenne est à 50%. Et si nous voulons des nouveaux moyens, moi, j'insiste très fort pour qu'on réussisse à taxer les GAFAM. Les GAFAM qui sont les Google, Facebook, Amazon et autres, qui font par des montages fiscaux et qui nous rendent impossible de les taxer dans le pays où ils exercent leur activité. Là, il y a vraiment beaucoup d'argent à prendre. Yvan Verhofstadt, sur la taxation des grandes fortunes. Je crois qu'il faut être clair par rapport à ça et je me permets de faire peut-être une petite explication du terrain et faire une différence entre le capital et les revenus du capital. Vous savez, quand vous avez un investisseur, un entrepreneur qui investit un petit peu d'argent dans sa société, il n'est pas sûr que cette société gagnera de l'argent à la fin, il n'est pas sûr que ce nouveau projet créateur d'emplois, créateur de richesses et de partage de richesses, il n'est pas sûr qu'il pourra en retirer quelque chose. Donc il met de l'argent, il met un capital dans une entreprise. À la fin, il peut faire faillite. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et on a absolument besoin de plus d'entrepreneurs. Il ne serait pas normal que pendant toute la durée de cette vie, de cette société, où il a investi de l'argent, il soit taxé sur ce capital qui à la fin peut être zéro. Alors ça peut sembler peu, 1%, 2%, mais 1%, 2% pendant 20 ans, sur un capital qui est investi dans une société et qui, in fine, arrive à zéro, cela n'a aucun sens. Et je pense vraiment qu'on doit faire attention. On a déjà 300 milliards d'euros qui quittent l'Europe tous les ans pour aller aux États-Unis dans le marché des capitaux. On a besoin de capital privé, d'entrepreneurs, de gens qui sont prêts à prendre des risques. Et si on les taxe sans même qu'ils gagnent, ça n'a pas de sens. Par contre, si grâce à cet investissement, à la fin, il arrive à faire une plus-value, qu'il soit taxé sur les revenus du capital, ça a du sens. Ça a du sens parce que c'est un juste équilibre entre les revenus du capital et les revenus du travail. Il faut que chacun puisse participer à l'effort. Mais j'ai l'impression que là, vous parlez du petit entrepreneur. Est-ce que c'est ceux-là que l'on vise? On a besoin de champions aussi en Europe. On a besoin de grands capitaux. Non, on ne vise pas les petits, on vise justement les épaules les plus larges. Et si on veut rétablir la justice sociale, il faut aussi une justice fiscale, faire en sorte que les épaules les plus larges, les plus gros, qui aujourd'hui proportionnellement ne contribuent pas assez, mais aussi les pollueurs contribuent à leur juste hauteur pour faire en sorte de lutter contre la précarité croissante. Un Européen sur 3 aujourd'hui qui a du mal à boucler les fins de mois. Ce n'est absolument pas normal. Et donc, il est à peu près temps d'actionner les leviers qu'on a au niveau européen.
Il y a des mesures qui ont été citées avec lesquelles les écologistes sont 100% d'accord et demandent depuis des années. La taxe sur les transactions financières, l'impôt sur les multinationales. Aujourd'hui, sur les grandes entreprises internationales, il est à 15%, on veut le porter à 25%. Mais aussi la taxe sur les kérosènes. Il est à peu près temps de taxer le kérosène qui est aujourd'hui exonéré d'impôts. Pourquoi ? Pour faire en sorte que cet argent soit utilisé à la transition écologique, à des transports publics, à un train qui devienne moins cher, que l'offre écologique devienne moins chère que l'offre qui pollue. Pas normal qu'on fasse des sauts de puce en avion en interne à l'Union européenne. On veut changer cette logique, inverser le modèle. Et aujourd'hui, la Belgique et l'Union européenne dépensent des milliards d'euros de subsides aux énergies fossiles. Et là aussi, on a un problème. Si on veut atteindre nos objectifs climatiques et rétablir la justice sociale, il faut aussi faire en sorte d'arrêter ces subsides publics aux énergies fossiles et diriger ces moyens vers la transition écologique et sociale. Fabrice Van Dorp, vous vous situez où ? Alors je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais je pense qu'il faut presque mettre l'Europe dans une situation d'un pays. Il faut peut-être une réforme fiscale, voir aussi comment on dépense cet argent. Bien sûr, on est pour taxer les multinationales, ce qui est tout à fait logique, créer de l'emploi. Si on crée de l'emploi, on crée de la richesse. On peut, bien sûr, avoir un retour sur cette richesse. Mais je pense que nous, on a 15% pour les multinationales. Je pense qu'il faut être très clair. Il faut revoir comment on dépense tout cet argent. On parlait justement de dépenses un peu inutiles ou de taxation qu'on loupe. Il faut revoir sérieusement dans ce régime fiscal comment faire mieux. Et ça, c'est peut-être à ce moment-là l'Europe à se prendre en main et refaire vraiment une véritable réforme. Elliot Di Rupo, qu'est-ce que l'Europe a comme autre levier pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens ? D'une manière générale, on peut se mettre d'accord au niveau européen pour des salaires minimums, par exemple. Il y a déjà un premier pas dans ce sens. Oui, mais il y a du chemin à faire. Ce qui est véritablement interpellant, c'est ceci. On a ouvert l'Union européenne après la chute du mur de Berlin. Très bien. Mais aujourd'hui encore, certains pays ont des revenus moyens 3 fois moins élevés que les nôtres chez nous. Et on le voit tous les jours, il y a un dumping social interne à l'Union européenne. On ne va quand même pas m'en vouloir si je défends les intérêts des Belges, si je défends les intérêts des citoyens qui sont chez nous, tout en défendant les autres citoyens. Cette situation, à mes yeux, n'est pas acceptable. Et on doit faire en sorte de converger, quel que soit le pays, vers une harmonisation progressive sur une longue période, sur le plan fiscal et sur le plan social. On a émis autour de la table un certain nombre de suggestions. Je pense que toutes ces suggestions pour faire rentrer des sous doivent être examinées. Et pour ce qui concerne alors les dépenses, vous savez, on dit parfois la mauvaise gouvernance, etc. Si on regarde par exemple notre pays, qui a gouverné quand, on se rend compte qu'un certain nombre de partis ont gouverné, parfois seuls d'ailleurs du côté francophone. Je crois que les systèmes que nous avons mis en place, notamment de sécurité sociale, de paix, de liberté, tout ça a de la valeur. S'il y a des abus, quels que soient les abus fiscaux, sociaux, alors on doit sévir. Mais je ne crois pas qu'il faut laisser entendre qu'il y aurait une mauvaise gouvernance et que les moyens financiers viendraient, mais qu'il faut aussi réduire un certain nombre de dépenses. Il faut les réduire là où ça ne se justifie pas. Sophie Wilmès, vous évoquez le déficit de la Belgique, qui est très important. Ça veut dire que vous êtes d'accord, par exemple, avec le retour aux règles budgétaires au niveau européen, le respect des 3% de déficit, qui promet l'austérité selon certains ? Selon certains, effectivement. Mais ce n'est pas une analyse que je partage. D'abord, il faut bien comprendre que les critères de Maastricht existent depuis 1992. Ils ne sont pas nouveaux. Et d'ailleurs, chacun et chacune qui font partie du club européen est censé les respecter. À une exception près, c'est ces 2 dernières années, évidemment, comme il y a eu une crise, on les a mises au frigo. Donc, venir expliquer aujourd'hui qu'on se retrouve avec quelque chose de nouveau qui n'était pas prévu avant et qui prend les gens au dépourvu, ça n'est pas vrai. Mais les mettre au frigo, ça n'a pas été la catastrophe. Alors, si je
peux continuer. Si vous continuez à vous endetter, aujourd'hui, la Belgique, chaque année, dépense 26 milliards de plus que ce qu'elle produit. Nous allons vers le mur si nous continuons comme ça, puisqu'en 2029, on a 120% d'endettement. Et on sait très bien que l'Europe étant composée de pays qui s'entremêlent au niveau économique, si un pays se casse la figure, c'est l'entièreté de l'Europe qui peut être mise en difficulté. Les règles aujourd'hui européennes qui sont proposées sont moins difficiles à respecter que les règles précédemment, puisqu'elles autorisent des déficits, ce qui n'était pas le cas avant, et elles autorisent des trajectoires sur 7 ans, alors qu'avant c'était sur 4 ans. Mais je voudrais revenir sur votre autre question. Où est-ce qu'on peut intervenir au niveau européen, puisque la fiscalité, c'est en fait la prérogative de chaque État membre. Il y a plein d'endroits sur lesquels on peut agir. Par exemple, l'autonomie stratégique. Quand on réindustrialise l'Europe et qu'on recrée des emplois en Europe qui sont non délocalisables, c'est autant de pouvoir d'achat. En plus, quand on travaille à la diversification des sources d'approvisionnement en termes d'énergie et qu'on remet en circulation les capacités nucléaires, c'est le prix de l'énergie qui diminue, c'est autant de pouvoir d'achat, par exemple, en plus pour les consommateurs. Yvan Verhofstadt. Je pense que Mme Guilmez a tout à fait raison. La seule chose, c'est qu'il y aura besoin d'un grand plan d'investissement européen pour réussir à relever ce challenge-là. Nous plaidons pour 200 milliards d'euros par an d'investissement. Mais je vais vous dire un secret. La réalité, c'est qu'on arrivera à convaincre nos amis hollandais, nos amis allemands, qu'il faut faire un tel plan européen d'investissement que si sur nos dépenses courantes, c'est-à-dire nos dépenses de tous les jours, nous arrivons à une certaine crédibilité. Parce que comment leur expliquer que nous ne sommes pas capables d'équilibrer nos comptes courants alors qu'eux sont capables de le faire. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau de ces investissements, il va falloir qu'on puisse aussi les convaincre qu'on va les utiliser réellement pour faire les transitions et les tournants qui sont nécessaires aujourd'hui au niveau du numérique, au niveau écologique. Et je pense que c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut pas emprunter de l'argent pour partir en vacances, on peut emprunter de l'argent pour acheter une maison qui va nous permettre d'économiser plus tard. Si on arrive à être crédible sur nos dépenses courantes, sur la manière dont on utilise l'argent qui est investi, alors on arrivera, je pense, et je l'espère, et je me battrai pour, à avoir un grand plan d'investissement au niveau européen. Mais donc ces 200 milliards, ils vont profiter aux entreprises et derrière aux citoyens. Ils vont veiller à ce qu'on mette en place les infrastructures nécessaires que pour qu'on puisse transitionner au niveau énergétique et donc avoir une énergie où on sera plus autonome, moins volatile, où on aura une énergie qui sera moins chère, mettre en place les trains dont on parlait tout à l'heure pour permettre à nos citoyens de transitionner, qui va permettre d'aider les femmes et les hommes qui ont des maisons aujourd'hui, qui sont des passoires énergétiques, et donc leur permettre de réellement investir pour demain payer moins chaque année en facture énergétique. C'est faire des investissements qui rapportent aux citoyens tous les jours demain. Saskia Bricmont. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien ce qui se passe, il faut être clair, le MR et les engagés ont voté pour des nouvelles règles d'austérité. Ce n'est pas neuf, effectivement, elles avaient été suspendues le temps de la relance post-Covid, preuve, s'il faut, qu'il y a moyen de fonctionner dans un autre cadre de gouvernance. Preuve aussi que l'Union européenne a montré qu'elle est capable d'investir 750 milliards d'euros post-Covid. Parce qu'on s'est rendu compte, pendant le Covid, il y a eu une sorte de prise de conscience de tous les groupes politiques qu'il y avait un sous-investissement dans les services publics, dans la justice, dans la sécurité, la police, et que plein de secteurs doivent être financés. Dans les règles de gouvernance, donc d'austérité, que vous avez votées, nous avions proposé que soient immunisés les investissements dans les services publics, parce que c'est un investissement pour l'avenir, et c'est aussi la lutte contre la précarité et pour renforcer le pouvoir d'achat des gens, et deux, les investissements dans la nécessaire transition écologique. Parce que oui, il faut un fonds européen d'investissement, mais il faut aussi que les États membres puissent investir dans la transition écologique. À Bruxelles, nous avons fait le choix, avec le programme Rénolution, d'investir dans la transition énergétique et de permettre l'isolation de 14 000 logements. Il faut amplifier et continuer ça, et accompagner les logements pour pouvoir isoler. On ne pourra pas le faire dans le cadre des règles d'austérité que vous avez votées. Ne leurrons pas les gens, c'est ce qui va se passer. Il va falloir faire des choix. Assainir les finances publiques est indispensable, et il y a moyen de le faire sans toucher à certains investissements qui sont en fait des investissements pour l'avenir. On va demander l'avis à Marc Bottega. Moi, je pense qu'il est important de clarifier, quand on parle de couper dans les dépenses courantes, de quoi on parle. Les dépenses courantes semblent des dépenses comme ça, dépensières de l'État,
mais il s'agit parfois de la sécurité sociale, parfois de salaire des fonctionnaires, parfois des pensions. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle des dépenses courantes? Peut-être de la police, la justice, des services publics. Hein. Et donc, quand les engagés disent ici, on va aller chercher l'argent là-bas, il faut bien savoir qu'en fait, ils veulent aller chercher l'argent dans les poches et les droits des travailleurs. Ce qui est cohérent, parce que d'une part, ils disent, une taxe sur les multimillionnaires, on préfère pas, du coup, il faut aller chercher l'argent ailleurs. Et c'est évidemment chez les travailleurs. Et là, on a une absurdité. Parce que prendre les Pays-Bas comme exemple, vous savez que ça a quintuplé le nombre de Hollandais qui dépendent aujourd'hui d'une banque alimentaire dans les dernières années. Donc prendre ça comme bon exemple, est-ce qu'on veut que les Belges, est-ce que c'est ça le projet des engagés, que les Belges dépendent des banques alimentaires? Non. Alors ces règles budgétaires sont une absurdité. Ni le Japon, ni les États-Unis s'imposent ces règles-là. Évidemment qu'on ne doit pas aller s'endetter infiniment. C'est pour ça qu'on propose des nouvelles ressources avec la taxation sur les multinationales, sur les multimillionnaires, sur la spéculation, etc. On va chercher l'argent là où il se trouve et pas à nouveau chez les travailleurs. Mais monsieur Germain, juste, il faut être clair. Aujourd'hui, les intérêts de la dette coûtent déjà plus de 10 milliards d'euros et ça va monter à 15 milliards d'euros, 2 fois plus que le chômage. Emprunter de l'argent coûte de l'argent. L'État impose aux banques de le mettre sur chaque publicité. Et certains partis nous font croire qu'emprunter de l'argent et s'endetter ne coûte rien. Ce n'est pas vrai. C'est pas ça qu'on fait croire. La réalité, c'est que quand on fait un déficit, on emprunte. Et quand on emprunte, il y a des intérêts. Et alors dire que on va couper dans les services publics essentiels, c'est faux. Simplement, est-ce qu'on croit, est-ce que vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, que l'État est bien géré, Bruxelles avec 670 OIP, avec de la gabegie financière à tous les étages, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux gérer cet État? C'est peut-être ça la différence de vue entre vous et nous. Nous sommes convaincus qu'on pourrait faire mieux, avec moins à certains endroits. Il y a du gaspillage financier au niveau public. Ces règles budgétaires qu'on va appliquer à nouveau au niveau européen, c'est l'austérité programmée ou vous voyez les choses autrement? Je vais revenir un peu à la Belgique, parce qu'on est en train justement de parler de la Belgique. Ça intéresse quand même tous les gens qui nous regardent pour l'instant. Je pense qu'il faut déjà réduire l'impôt sur le travail. Ça, c'est important. Mais nous, on a une petite idée, avec le juge Claes. Alors, ça fait rire tout le monde, mais on en a marre de taper toujours sur les pauvres citoyens, d'instaurer un parquet spécialisé dans la grande criminalité et financière. Et là, on peut aller chercher de l'argent, ces gens qui ont placé de l'argent dans des banques. Et je pense qu'il faut aller secouer les banques en disant, voilà, on va revenir un petit peu, parce que c'est toujours le citoyen qui paye, au détriment d'un tas d'autres personnes. Et là, nous, on a vraiment une véritable idée. Le citoyen ne va pas être de nouveau pris dans un étau. Et je pense qu'il faut instaurer ce parquet spécialisé dans la grande criminalité. Et là, on va aller chercher de l'argent autre part. Et qui pourrait rapporter quoi? Des milliards. Des milliards. Et vous avez chiffré Nous avons chiffré à 10 milliards d'euros la lutte contre la grande fraude fiscale. Ça devrait être tout à fait possible de récupérer 10 milliards d'euros en luttant contre la grande fraude fiscale. Là, on ne va plus appuyer où ça fait mal. Et c'est ce qu'on veut éviter. Bloquer le panier de la ménagère, est-ce que c'est une idée pour redorer, si j'ose dire, le pouvoir d'achat des citoyens? Et le déroupeau? Je n'ai pas compris votre question. Le panier de la ménagère, comme on a dit, le panier de course, parce qu'on parle. Je fais mes courses moi-même, donc je connais le panier de la ménagère, même si je suis aménagé. Si on bloque les prix là-dessus, est-ce que c'est une idée? Est-ce que l'Europe peut décider ça, par exemple? Bon, plusieurs éléments. Le premier, vous savez, comme Sophie Wilmès, j'ai été Premier ministre. Et quand j'étais Premier ministre, nous avons réussi à réaliser un assainissement qui était absolument indispensable de 22 milliards. Donc je dirais que les leçons d'orthodoxie, etc., bon, je veux dire, on peut les écrire ailleurs, mais je n'en ai vraiment pas besoin. En revanche, pour ce qui concerne ce qu'on a appelé les dépenses courantes, là où on a besoin des moyens financiers, pour la police, où il faut au minimum 10 000 policiers en plus, 500 magistrats en plus, pour tout ce qui concerne la défense, on parle tout le monde de la défense européenne, mais il y a la défense belge où il va falloir engager à nouveau. Dans les hôpitaux, dans les soins de santé, il faut se rendre dans les hôpitaux. Il se fait que je me suis fracturé la rotule il y a 2 ans et demi et que j'ai dû fréquenter les hôpitaux. Mais les infirmières, les infirmiers n'en peuvent plus, etc., etc. Ça, c'est l'argent dans les dépenses courantes. Bien, faisons ce qu'on peut faire avec ça. Et puis, il y a les investissements. Les investissements pour le futur, notamment pour faire en sorte de rendre cette Europe beaucoup plus verte. Alors, j'entends, et c'est tout à fait respectable, on dit qu'il nous faudrait autant d'argent. Mais il faut dire où on va les chercher. Alors, j'entends partout qu'on ne peut pas faire ceci, qu'on ne peut pas faire cela. La lutte contre la fraude
quand j'étais Premier ministre, j'avais un secrétaire d'État et on a fait rentrer des moyens financiers. Et c'est vrai qu'il y a là des moyens financiers. Mais au niveau européen, il faudra alors un parquet européen qui s'en préoccupe à grande échelle. C'est un des moyens pour faire rentrer de l'argent. Mais objectivement, si on veut investir, quand je vois, vous savez, quelques mots, la Chine aide ses entreprises sans aucun contrôle. Une aide d'État incroyable. Les États-Unis, que l'on dit le parti le plus libéral, ultra-libéral, etc., on a calculé ce que Joe Biden met sur la table, 2800 milliards de dollars sur quelques années pour ces entreprises. Eh bien, nous allons devoir faire la même chose au niveau européen. Mais où allons-nous chercher l'argent? Alors, on a proposé... On est ouvert à la discussion, mais il faut trouver ces moyens financiers et on ne va pas le prendre chez les personnes les plus modestes. Alors, vous avez évoqué le pacte vert. On va précisément parler d'écologie, on va parler d'agriculture. Est-ce que ce pacte vert va sauver ou tuer l'agriculture? On va écouter une question d'un agriculteur qui a été recueilli par la rédaction de Ma Télé. C'est Anthony Robbins à Méan. On l'écoute. Bonjour, Anthony Robbins, je suis agriculteur, éleveur à Méan dans le Condro. Je suis à la tête d'une ferme d'à peu près 500 bovins. Et on a en plus de ça développé un atelier de vente directe et un magasin à la ferme. On est confronté à la question qui n'échappe à personne, qui est celle du climat, et de l'environnement et du dérèglement climatique. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Et nous, en tant qu'agriculteurs, on est en première ligne face à tous ces problèmes-là. Les directives européennes ne sont pas toujours en adéquation avec les réalités du terrain. Et donc, voilà, je voulais vous poser la question de savoir concrètement quels étaient vos avis et vos opinions et les mesures que vous prendriez pour mettre en avant et mettre en marche un autre modèle qui, pour moi, est inévitable, mais qui ne se résume pas seulement à dire demain tout le monde doit faire du bio ou tout le monde doit être dans le conventionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter et il y a des choses qui sont incomprises, que ce soit au niveau des citoyens, mais aussi de la sphère politique qui, je crois, ne cerne pas bien les enjeux. Saskia Bricmont, sans qu'il pose la question à vous en particulier, est-ce que vous ne comprenez pas les agriculteurs? Je pense qu'il a extrêmement raison et que le problème de la politique agricole commune, portée depuis des décennies par majoritairement la droite européenne, avec le soutien des socialistes européens aussi, voilà, les collègues autour de la table, sauf les socialistes belges, ont voté la politique agricole commune. Ah ben oui, mais donc elle a encouragé un modèle. Un modèle est aujourd'hui profondément inéquitable. La politique agricole, les moyens, les milliards d'euros européens servent à financer finalement 20% des plus grosses exploitations. 80% des moyens vont à 20% des plus grosses exploitations partout en Europe. On ne parle pas uniquement de la Belgique ou de la Wallonie ici. Ce qu'on veut, nous, c'est que la PAC subventionne la diversité des pratiques parce qu'effectivement, il le pointe, il n'y a pas un modèle unique à subventionner. Et que cette politique agricole commune accompagne la transition de chaque agriculteur individuellement vers sa transition écologique pour arriver à un modèle alimentaire durable, orienté vers les circuits courts alimentaires et faire en sorte que les autres problématiques qui sont sur la table aujourd'hui, comme celle de la rémunération des agriculteurs, c'est le point 1 de leur revendication, c'est qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils produisent. Ce n'est pas normal. Et donc il faut remettre l'agriculteur et son pouvoir au centre du jeu et diminuer le pouvoir finalement de la grande distribution dans la fixation des prix. Donc ce que vous dites, c'est que les agriculteurs ne sont pas opposés aux normes environnementales, mais ce qu'ils veulent, ce sont des revenus convenables. Il y a plusieurs choses. La question du revenu, la question du foncier agricole qui disparaît puisqu'il y a une compétition aussi avec les terrains d'activité économique. Ici, M. Borsu a bloqué un dossier et est resté sans solution parce qu'il ne fallait surtout pas décider avant les élections. De terres en agriculture, pour le coup biologique, qui sont menacées par l'extension du zoning d'activité économique. Et ce conflit d'usage doit à un moment donné être réglé. Il faut que l'on fixe une fois pour toutes les terres agricoles que l'on veut protéger, que l'on veut immuniser pour notre souveraineté alimentaire, sans quoi on n'y arrivera pas. Et le modèle vertueux de sortie des pesticides, on avait décidé il y a quelques années de sortir du glyphosate pour des questions de santé publique, pour diminuer le nombre de cancers, de lymphome et autres problèmes liés. Et on sait que le glyphosate s'est reparti pour 10 ans. Climatique.
Pourquoi est-ce que c'est reparti pour 10 ans? Parce qu'on devait en sortir cette année et finalement le secteur n'est pas prêt. Mais il n'a pas été accompagné dans cette sortie. Et c'est ce que les fonds européens doivent faire, accompagner chacun, chacune dans la transition qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Le changement ne se décrète pas, effectivement. Et autour de la table de la prochaine PAC qu'on va devoir négocier quand on rentrera au Parlement européen, je veux l'ensemble des secteurs et pas uniquement un secteur représenté autour de la table. C'est la diversité des approches, notamment agroécologiques, bio, conventionnelles, les éleveurs, les maraîchers. Tout le monde doit être autour de la table pour négocier. C'est pas très raisonnable tout ce que vient de dire Saskia Bricmont. 7 millions d'agriculteurs, on doit nourrir 450 millions de consommateurs en Europe. La PAC, il ne faut pas acheter toute la PAC. La PAC a sauvé des fermes, aussi bien des petites fermes que des plus grandes fermes. Je pense qu'il faut revoir la PAC dans son ensemble. Ça, c'est un premier travail. Il faut mettre des gens, justement, qui savent de quoi ils parlent et revoir cette PAC sérieusement. Maintenant, il faut être très sérieux. Quand on voit un agriculteur qui est inondé de paperasse à faire sur la journée, je crois qu'un agriculteur doit se retrouver dans son champ près de ses bêtes. Il a envie de voir sa petite fistule qui sort de la terre, et ça c'est un peu charnel. Là, il doit faire tous les jours 1 heure ou 2 de paperasse, c'est pas possible. Trop de contrôle. Je vais prendre un exemple. On était manifesté ici lundi avec les Européens du lait, donc c'était important. Le lait part à 40 cents du litre de la ferme pour qu'il soit rémunérateur et qu'il puisse avoir un lait équitable, en tout cas qu'ils puissent payer ce qu'ils doivent payer, doit partir à 60 cents. Donc il manque 20 cents par litre. Donc c'est intenable. On voit le nombre de gens qui se suicident, des gens qui sont en maladie. 85% des agriculteurs ont plus de 55 ans. Ils ne savent plus transmettre. C'était souvent des transmissions de père en fils ou de grand-père. Ils vivent à 3 ou 4 générations dans une ferme. Ils ne savent plus transmettre leurs terres parce que bien sûr elles sont achetées par des plus grandes sociétés. Donc il faut pérenniser aussi Mais là, on est tous d'accord, il faut que les agriculteurs soient mieux rémunérés. Mais alors la question, c'est les normes environnementales. On fait une pause. Il faut un accompagnement sérieux. On encourage, au contraire, les agriculteurs qui respectent ces normes. Qui respectent, mais aussi dans l'autre sens. On importe, on exporte. C'est la même chose. Il ne faut pas que des gens viennent avec des produits de l'extérieur, où eux peuvent se permettre d'apporter des produits qui ont été modifiés génétiquement, par exemple, ou à des prix trop bas, parce qu'on parlait du panier de la ménagère. Si vous allez acheter un produit à 5 € et on vous propose un produit à 1 €, bien dans le cas contraire, on va acheter celui à 1 €. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Oui. Là, il faut limiter, justement, il faut être très clair avec ça. Il faut que des contrôles sérieux aux frontières. On ne peut pas avoir des produits qui viennent de l'extérieur s'ils ne sont pas taxés à la frontière. Sophie Wilmès. Moi, je trouve ça, effectivement, quand on entend certains discours, on se dit, tiens, effectivement, ça a l'air raisonnable. Et puis quand on regarde la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un agribashing incroyable ces dernières années sous prétexte du Green Deal. Et moi, je trouve qu'il ne faut pas opposer le Green Deal à l'agriculture. Jamais. L'agriculture, c'est 10% de gaz à effet de serre et c'est aussi très important l'autonomie, notre autonomie alimentaire, et on sait à quel point notre autonomie alimentaire est importante. Et sur la PAC, les agriculteurs à genoux viennent demander une modification à la marge de la PAC, C'est-à-dire qu'ils disent, est-ce qu'il est possible de ne pas nous priver de 4% de nos revenus en nous obligeant la chachère sur 4% des terres? Est-il possible d'arrêter de nous punir parce que nous avons semé en dehors des dates bureaucratiques imposées par la PAC? Est-il possible de changer la manière de travailler? Si vous voulez bien ne pas m'interrompre, je vous interromps jamais, c'est une maladie chez vous, je suis désolée. Est-ce qu'il est possible de passer d'une agriculture de rotation vers une agriculture de diversification? Est-ce qu'il est possible pour les toutes petites entreprises agricoles de ne pas être soumis à des contrôles délirants? Eh bien, vous savez quoi? Le PS belge, effectivement, et écolo ont voté contre. Donc moi, je veux bien beaucoup de choses. Je veux bien entendre beaucoup de choses. Mais derrière les paroles, il y a des actes. Et donc prétendre aujourd'hui que l'on défend les agriculteurs qui n'ont pas demandé grand-chose dans cette révision de PAC, ça, je trouve scandaleux. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a des points de convergence possibles? Évidemment qu'il y a des points de convergence possibles. Il y a toujours des points de convergence possibles. Parce qu'effectivement, il y a des choses dans la PAC qui vont devoir être modifiées à l'avenir. Il y a effectivement un mix à tenir compte entre les grandes exploitations et les plus petites, entre le bio et autres. Mais il faut savoir que les exploitations classiques ont déjà diminué en 20 ans de 50% l'utilisation de leurs pesticides et antibiotiques. Ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à accompagner, effectivement,
effectivement. Mais quand les agriculteurs sont là, avec leur connaissance du terrain, et qu'ils viennent chez elles et ceux qui ont pris de toute bonne foi, il faut le reconnaître, des décisions, eh bien je trouve que la moindre des choses, si on veut les défendre, c'est de dire « Ok, ça va, on révise ». Elio Di Rupo, vous avez été un petit peu attaqué. Enfin, je ne vais quand même pas m'en faire parce que je suis un peu attaqué. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau wallon, durant 6 mois, j'ai fait en sorte d'arbitrer 2 tendances. La tendance écologique qui était tout ouvert et la tendance libérale qui était le laisser-faire. Et on a fini par trouver des moyens. Les agriculteurs et l'agriculture chez nous, c'est une question de santé publique et c'est une question de revenus et d'autonomie alimentaire. Et je pense en effet qu'il y a des marges de manœuvre et qu'on doit modifier. On ne doit pas tout bouleverser, mais il faut au minimum que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Et aussi, il faut être très attentif à l'importation. J'ai entendu Madame Wilmès, au passage, faire une petite pique. Mais quand je vois l'exaltation de certains de vouloir faire des traités internationaux partout, le libre-échange, non, il faut le juste échange. Et pour le moment, encore une fois, nous avons résisté avec le CETA. Nous avons résisté et travaillé terriblement avec les pays d'Amérique centrale. On est contre le projet d'accord sur le Mercosur. Pourquoi ? Parce que importer des produits chez nous qui n'ont pas les mêmes critères sanitaires, qui n'ont pas les mêmes exigences environnementales que les exigences et les normes européennes, sur notre marché, ce n'est pas normal. Voilà. Marc Botenga, vous vous situez où? Comment on fait effectivement pour que le consommateur aussi paye les produits agricoles moins chers? Quelles sont les mesures que l'on peut prendre? Pour les agriculteurs, c'est une question de marteau et enclume. C'est que d'une part, depuis des décennies, en fait, on pousse les agriculteurs à l'intensification, à avoir des exploitations toujours plus grosses. Il y a eu l'ouverture au marché qui a poussé à cela, l'abolition des quotas notamment, dont les producteurs laitiers se plaignaient énormément. Et d'autre part, ben voilà, on vient alors, souvent des petites exploitations, on vient leur dire... Et en plus, il y a maintenant les demandes par rapport à l'environnement, pour le climat, etc. Des gens qui n'arrivent déjà pas à survivre, évidemment, vont dire non, mais attendez, c'est ma faim, je n'en peux plus. Et ça, c'est logique, moi je les comprends. Et du coup, d'une part, il faut une rupture avec cette politique agricole commune que nous n'avons pas votée non plus. Il faut une rupture avec ça, parce que vous ne pouvez pas dire, d'une part, on encourage les plus grosses exploitations. Non, il ne faut pas faire ça à l'hectare, il faut faire ça par l'emploi, par la contribution réelle à notre agriculture. Et d'autre part, effectivement, qu'il faut une transition par rapport à l'environnement, par rapport à la nature. Mais là aussi, il y a une contradiction dans les politiques européennes. Vous savez, pendant qu'on dit aux agriculteurs, vous devez mieux faire pour la nature, à l'industrie, à la grande industrie, on leur donne les permis d'aller développer des activités dans des zones naturelles protégées. Ça, c'est quand même contradictoire. D'une part, on va dire aux agriculteurs, mais faites attention à la nature, ok, pourquoi pas. Et d'autre part, on facilite l'implantation de nouvelles usines polluantes dans des zones naturelles protégées via des programmes européens. C'est inacceptable. Donc ce que nous disons, c'est que taclons d'une part la logique fondamentale, d'autre part, revoyons la PAC, et finalement, effectivement, garantissons aux consommateurs un prix juste, et aux agriculteurs un revenu juste. Et comment? En taclant les intermédiaires qui se font aujourd'hui énormément de surprofit. Vous parlez de la grande distribution. Entre autres, mais aussi l'industrie agroalimentaire. Ce n'est pas forcément la grande distribution. Il y a une série d'intermédiaires de l'industrie agroalimentaire qui se font énormément de marge aujourd'hui et sur lesquels, certainement au niveau européen, on pourrait travailler. Yvan Verhofstadt, est-ce qu'il y a un dogmatisme écologique? Je pense que ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas opposer économie et écologie. Et c'est par l'économie qu'on arrivera à faire la transition qui doit être faite. Il faut pour ça comprendre comment fonctionne le marché. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on met nos agriculteurs en concurrence avec des bovins qui viennent de Nouvelle-Zélande et on signe des accords avec la Nouvelle-Zélande. Nous ne les avons pas signés parce que ça nous semble ne pas avoir le moindre sens. En plus, en Nouvelle-Zélande, ils peuvent utiliser des produits, des herbicides dangereux pour la santé qui sont interdits chez nous et on importe ces produits. Donc je pense que ça, c'est une première rupture dans la manière dont est organisé le marché. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le prix des matières premières est fixé à Chicago en fonction d'une bourse
mondiale. Je pense qu'il faut trouver et mettre en œuvre les moyens d'avoir un prix minimum, parce qu'il n'y a pas de raison que les agriculteurs et les agricultrices soient les seuls qui soient autorisés à vendre à perte. Et donc, il faut travailler sur le marché lui-même. Et le troisième point, qui est moins directement lié au marché, mais à la manière dont on a construit la politique européenne, c'est la paperasserie. Si vous avez 2000 pages de réglementation, quand vous avez une petite exploitation, comment voulez-vous lire 2000 pages de réglementation? Donc, on refuse les accords de libre-échange, on travaille sur le prix et on diminue l'administratif pour avoir vraiment une efficience. Oui, ça se Germain, il y a un élément que je voudrais vraiment pointer, c'est que dans toutes les discussions qu'on a pu avoir avec n'importe quel agriculteur ces derniers temps, ce n'est pas l'opposition entre pacte vert ou nature et agriculture qui était sur la table. Et ça, c'est extrêmement important à souligner. Le pacte vert et sa dimension alimentaire, la stratégie de la ferme à la fourchette, qui avait des excellentes intentions de transition écologique du secteur, n'a pas été mis en œuvre. Ce dont on parle, c'est 4 mesures environnementales qui sont dans la politique agricole commune, mais c'est une politique qui dysfonctionne, sur laquelle on a mis un vernis vert, avec des surcharges et des couches de lasagne qui s'accumulent et qui ne sont pas praticables pour les agriculteurs. Ça, on s'en rend bien compte, et je pense que ça fait partie du problème. Mais dire que les réponses données par la Commission européenne et nos gouvernements au niveau européen aux agriculteurs en retirant les conditionnalités, les sanctions liées à ces 4 mesures les satisfont, mais c'est totalement faux. Pendant qu'on dit ça, les mêmes continuent à négocier l'accord du libre-échange avec les pays du Mercosur contre lesquels les agriculteurs se soulèvent. Et il n'y a pas de réponse sur la table européenne aujourd'hui aux questions de revenus, aux questions de foncier, de spéculation sur les terres agricoles, de spéculation financière sur les marchés financiers, de l'alimentation. Tout ça n'est pas abordé aujourd'hui. Et donc on a un problème structurel et une réforme fondamentale à mener, ce que, à ce jour en tout cas, on n'entend pas de la part des groupes majoritaires européens. C'est cette réforme fondamentale de la PAC qui aujourd'hui, comme ils le disent les agriculteurs eux-mêmes, marche sur la tête. C'est un modèle qui doit fondamentalement changer et qui va main dans la main, effectivement, avec le changement de modèle des accords de libre-échange qui induisent de la concurrence chez nous. Mais n'oublions pas que ça induit aussi de la concurrence et de la déstructuration des marchés agricoles là-bas, locaux. On a totalement déstructuré le marché péruvien de la pomme de terre, par exemple, avec nos accords commerciaux, même sans traité commercial. Et le problème de l'importation des pesticides, des produits non conformes, etc., existe de facto avec ou sans traité de libre-échange. Et donc, renforcer ça via des traités de libre-échange qui n'ont pas des clauses sociales environnementales, effectivement, c'est extrêmement problématique. Et c'est le problème de l'accord avec le Mercosur que l'on dénonce fermement. Donc, si on veut être conséquent par rapport aux réponses aux agriculteurs, il faut aussi dire stop maintenant, un engagement ferme à dire stop à ce traité de libre-échange. Fabrice Van Dorp, les normes environnementales, quand elles ne sont pas respectées, finalement, ce sont les agriculteurs qui en sont les premières victimes. Bien sûr, on le disait justement, on ne leur permet pas de travailler en toute liberté. On a imposé des choses, Mme Milumès vient de le dire, on a imposé des horaires, des dates bien précises, des moments où doivent... Et ce n'est pas toujours possible, on le voit pour l'instant, avec le temps pluvieux que nous avons depuis des semaines. Si on impose des choses, comment voulez-vous planter, comment voulez-vous récolter? Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir revenir un peu à la souveraineté de chaque pays. Mais quand vous dites en toute liberté, ça veut dire aussi la liberté d'utiliser des pesticides? Non, justement, non, mais ça, on est bien d'accord. Il y a d'autres solutions. Hein. On peut avoir des couvertures de sol aussi, par exemple, dans l'agriculture. Il y a plein de gens qui se sont lancés. Ce n'est pas du bio, hein. On parle de bio. Il y a 25% de bio en Belgique. Il y a des couvertures de sol. Il y a moyen d'améliorer la permaculture. Il y a plein de choses où on peut aller à des coûts bas. Bien sûr, il ne faut pas de nouveau... il ne faut pas opposer, M. Rossal vient de le dire, opposer l'agriculture à l'écologie ou en tout cas la climatologie. Donc il faut être très, 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 très sérieux. Et simplement revenir à des choses très simples. L'agriculteur, ce qu'il veut, c'est pouvoir utiliser sa ferme. Pas d'avoir de contrôle, pas d'avoir un tas de prescriptions qu'il ne comprend même pas, parce que ça l'oppose vraiment à tout. Donc il faut redonner un peu de souveraineté, surtout à l'agriculture. C'est quand même... Si on veut avoir une nourriture saine, il faut que ces gens puissent travailler sainement. Sophie Milumès. Je voudrais juste revenir sur les accords de libre-échange. Les accords de libre-échange, il y en a qui sont bons. Hein. On parle du CETA. C'est vrai que certains sont opposés au CETA et on voit aujourd'hui que le CETA est totalement bénéficiaire à la Belgique. Il ne faut pas non plus mettre tous les accords de libre-échange à la poubelle parce que quand on regarde la Belgique, petite économie ouverte, 1 emploi sur 6 dépend du commerce international et au niveau de l'agriculture, la Wallonie exporte énormément. En ce qui concerne le Mercosur, moi je suis très à l'aise parce que comme ministre des Affaires étrangères
et du commerce international, j'avais plus que des réserves par rapport au Mercosur, évidemment, puisque ça permettrait potentiellement d'importer dans notre pays des produits qui ne correspondent pas à nos standards. Et donc ça, il ne faut absolument pas faire. C'est l'accord avec les pays d'Amérique latine. Voilà. Et donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais par contre, sur la Nouvelle-Zélande, je trouve ça intéressant. Nous, notre groupe et notre parti s'est abstenu parce que justement, dans les produits peuvent figurer l'atrazine, qui est un cancérigène, qui est un problème, par exemple, de consommation pour les femmes enceintes parce que ça donne des difficultés au fœtus et à l'enfant à naître. Et Écolo a voté pour. Donc moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'il y ait des différences de point de vue. Ce que je veux juste, c'est qu'on soit clair dans les propositions qu'on fait en campagne électorale. On ne peut pas non plus tout dire et n'importe quoi et son contraire. Exactement. On ne dit pas tout, n'importe quoi et son contraire. Excusez-moi, parce que là, il y a une attaque en règle et donc on se répond rapidement. Très bien. Donc nous, on assume effectivement, contrairement aux hypocrites de service. Excusez-moi l'expression. Mais à un moment donné, le libre-échange étant le modèle dominant, nous l'influençons de l'intérieur, notamment avec le PS, les syndicats, les ONG, pour avoir des normes sociales, environnementales contraignantes. Le traité avec la Nouvelle-Zélande comprend l'ensemble des demandes de nos secteurs qui vont en fait à l'encontre de ce que le PPE, les groupes libéraux et conservateurs du Parlement européen prônent depuis des années. Nous travaillons de l'intérieur pour l'améliorer. Est-ce notre modèle pour autant? Non. Nous, on veut un commerce équitable. Et donc, on a bataillé à l'intérieur du Parlement pour obtenir des clauses sociales environnementales contraignantes pour essayer d'améliorer ces traités de libre-échange. On a tout obtenu et on veut que le traité avec la Nouvelle-Zélande, tant qu'il y a une majorité favorable à ces traités, soit l'exemple à suivre. C'est loin d'être le cas avec le Mercosur. Monsieur Clarinval, Madame Labib, qui ont aujourd'hui les leviers, la présidence belge de l'Union européenne, pour stopper le mandat de négociation du Mercosur, vous ne l'avez pas fait. Donc vous, personnellement, êtes peut-être contre, mais votre parti continue à octroyer le mandat. Non, M. Clarinval et Mme Labib ne se sont pas positionnés contre. Oui, je pense que l'essentiel... Et les pesticides comme l'atrazine, malheureusement, sont déjà sur notre marché. Et on pourra négocier pour en sortir. Je pense que l'essentiel par rapport au traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, et on peut discuter sur est-ce que c'est un traité légèrement meilleur ou pas qu'un autre. La question fondamentale, c'est quand même, est-ce que vous voulez importer des pommes de l'autre bout du monde? Si vous avez une carte devant vous à la maison et vous voyez où se trouve la Nouvelle-Zélande, pourquoi est-ce qu'on va aller chercher les pommes de l'autre bout du globe? Vraiment l'autre bout. Nous avons des pommes en Belgique, nous avons des pommes en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. Consommons local. Donc c'est vraiment l'opposé en fait de la philosophie qu'a Écolo normalement de dire produisons local. Changeons le rapport de force au Parlement pour mettre fin au libre-échange. Votons contre. Un Bricmont, il ne faut pas faire d'écran de fumée, je pense que sur cette situation-là, au niveau du libre-échange, il ne faut pas invoquer des groupes, chacun est responsable de ses votes. Nous n'avons pas voté l'accord avec la Nouvelle-Zélande, nous n'avons pas voté l'accord avec le Chili, nous ne voterons pas l'accord du Mercosur et on est très très clair par rapport à ça et on est cohérent par rapport aux votes qui ont été faits. Après voilà, il y a peut-être des erreurs qui ont été faites par le passé, on peut toujours repartir, mais c'est clair que faire importer des pommes ou des bovins depuis l'autre bout du monde, ce n'est pas le modèle que l'on veut défendre et c'est pour ça qu'on s'oppose à ces traités et je pense que l'agriculture ne doit pas être la variable d'ajustement des traités de libre-échange. Nicolas, ministre de l'Agriculture à l'époque, a donné le mandat de négociation pour négocier la Nouvelle-Zélande, monsieur Verhofstadt. Comment avons-nous voté au Parlement européen? Juste une question claire. Il a donné le mandat de négociation, donc on a démarré les négociations. Ensuite, nous avons un traité sur la table. Mais on essaye d'améliorer. Alors, certes, je répète, ce n'est pas notre modèle de libre-échange. Aujourd'hui, le rapport de force, c'est 70 députés sur 700 qui s'opposent au libre-échange. Alors, je suis ravie, en fait, que tout le monde se rejoigne, en tout cas pour les Belges, autour de la table pour mettre fin à ce modèle-là. Juste que les choses soient dites et la vérité à ses droits. C'est juste passer à un autre sujet, une autre thématique de politique étrangère. On va parler de l'Ukraine et de la question de l'élargissement. Elio Di Rupo, faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est une obligation morale ou un suicide économique? Ou les deux? Non, je m'excuse de vous dire ça, c'est une question de journaliste que vous me posez. Ça tombe bien, je suis journaliste. Oui. Non, la réalité, c'est que nous sommes devant une situation qui est dramatique. Et cette situation, c'est Poutine, qui est véritablement un dictateur sanguinaire, qui en est le responsable. Faut-il, comme on est en train de le faire, dire « Ah ben on va prendre l'Ukraine dans l'Union européenne ». Non, moi je suis beaucoup plus réservé que cela. Je crois
qu'il faut y aller par étapes. Dans l'état actuel des choses, à Kiev, qui est là où les gens gagnent le plus de moyens quand ils travaillent, les revenus moyens sont 4 fois inférieurs aux revenus en Belgique. Je ne veux pas que nos entreprises, sous prétexte de faire entrer l'Ukraine, se retrouvent demain sur le sol ukrainien. 2, il faut un État de droit. Un État où la justice fonctionne, où les libertés fonctionnent, où il n'y a pas de corruption. Il faut également qu'à l'intérieur de l'Union européenne, et je pense qu'avec Sophie Wilmès, on peut en parler, au sein du Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement, prendre une décision à 27. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas possible. On le voit avec la Hongrie, on l'a vu avec la Pologne et d'autres. Ce n'est pas possible. Donc il faut trouver un système de réforme interne du fonctionnement de l'Union européenne pour que cette Union européenne puisse réellement fonctionner. Traités, bien entendu, on pourrait l'expliquer ce qu'il faut faire, mais pour être bref, voilà notamment des conditions. Et donc, quand j'entends, oui, pour des raisons morales, écoutez, soyons toujours très prudents avec ces raisons-là. Il y a des raisons stratégiques, géostratégiquement, nous y avons intérêt. Mais on ne peut pas le faire comme ça en disant, voilà, demain tu viens, tu rentres. Finalement, vous êtes d'accord avec le PTB qui est opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Si le PTB peut dire que le Parti socialiste fait des choses positives, je suis prêt à écouter. Ce serait quand même une soirée formidable. Mais M. Di Rupo sait très bien qu'à chaque fois qu'ils prennent nos propositions, on est très contents. Voilà, on appelle ça le copyleft. C'est l'opposé du copyright, c'est le copyleft, on partage avec plaisir. Non, effectivement, je pense qu'il y a une série de questions qui se posent. Il y a évidemment la question de la guerre, de comment ramener la paix, comment protéger la souveraineté de l'Ukraine. Ça, c'est une question. L'autre question, c'est est-ce que l'Ukraine doit rentrer en Union européenne? Et là, notre réponse aujourd'hui est non. Pourquoi? D'abord parce que c'est un pays en état de guerre, donc il faut quand même terminer la guerre. Deuxièmement, il y a un énorme risque effectivement de dumping social. On espère qu'elle soit finie en 2030 ou 2032. On espère, mais pour l'instant, on espère même plus tôt, parce que chaque jour de guerre, c'est des victimes innocentes et inutiles. Donc, ça, c'est une chose. Mais est-ce que l'Ukraine doit devenir membre de l'Union européenne? Actuellement, vous savez, au-delà de la guerre, il y a un risque énorme de dumping social. Je pense que le salaire minimum en Ukraine, il est autour de 200 € par mois, si je ne me trompe pas. Vous imaginez l'intégration de cette force de travail aujourd'hui sur le marché européen avec le dumping social que déjà nous voyons aujourd'hui, avec des chauffeurs ukrainiens qui sont exploités dans différents pays européens. Il y a la question de l'agriculture. Donc la question, évidemment, le modèle agricole ukrainien n'est pas le même que le modèle agricole mais il devra se conformer aux règles européennes. Éventuellement, mais ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, il est de plus en plus dans les mains de quelques géants aussi. Et donc, toute cette question par rapport aux céréales ukrainiennes n'est pas évidente non plus. Et puis, il y a la question de la démocratie. Parce que la question, il y a des conditions normalement pour rejoindre l'Union européenne, des conditions de gouvernance, de démocratie, état de droit, comme on appelle ça. Et aujourd'hui, quand on voit la répression contre certains syndicats, l'interdiction de partis politiques, etc., et le ranking par rapport à la corruption en Ukraine, c'est très clair qu'aujourd'hui... Il y a quand même des progrès énormes qui sont notifiés par la Commission européenne. Oui, mais qui répondent personne. Personne aujourd'hui va vous dire de bonne foi que l'Ukraine répond aux conditions de Copenhague. Personne ne peut dire ça. Yvan Verhofstadt. Vous savez, on a toujours parlé d'élargissement ou d'approfondissement. On a toujours d'abord fait l'élargissement et on a dit on fera l'approfondissement, c'est-à-dire l'amélioration des institutions européennes après. Moi, je propose qu'on fasse ça dans l'autre sens cette fois-ci, qu'on commence d'abord par rendre l'Europe plus prête à accueillir un pays ou des pays supplémentaires, c'est-à-dire en réformant, M. Di Rupo l'a dit, la règle de l'unanimité, mais aussi en réformant l'article 7 du traité qui permet de prendre des sanctions contre ceux et celles qui ne respectent pas les droits fondamentaux, ceux et celles qui remettent en question le droit des femmes de disposer de leur corps, ceux et celles qui remettent en question les droits des LGBTQIA+. Je pense qu'on doit pouvoir les sanctionner réellement jusqu'à suspendre leur possibilité de voter, parce qu'aujourd'hui on a des pays dans l'Europe qui ne jouent pas le jeu. Et on doit être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus fort en étant en capacité d'appliquer des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les valeurs fondamentales de l'Europe. Oui, Saskia Brikmont. Oui, mais sur l'Ukraine. Je pense que s'agissant de l'Ukraine ou des autres pays candidats à l'élargissement, parce qu'il y en a d'autres encore aussi, ils doivent respecter des critères avant l'adhésion. Et donc ici, le signal politique clair qui est envoyé notamment vis-à-vis de la Russie, c'est que l'Ukraine a la vocation de rentrer dans l'Union européenne si c'est ça le souhait des Ukrainiens, des Ukrainiennes. Et l'Europe soutient ça, apporte déjà des moyens pour faire en sorte qu'il y ait cette convergence. Mais effectivement,
On ne peut pas aujourd'hui élargir parce que c'est un pays en guerre. Et il faut que ces critères de convergence soient rencontrés. Et puis, oui, on se rejoint sur le fait qu'il y a toute une série de blocages aujourd'hui institutionnels à 27 et que donc élargir, ça va juste renforcer les risques de blocage de la construction européenne. Je pense qu'il faut aussi que l'Europe se dote de la capacité, dont on parlait tout à l'heure, de travailler sur les questions sociales, salariales au niveau européen. L'accès au logement, l'accès aux droits, ce sont toutes des questions qui doivent être appréhendées à l'échelle de l'Union européenne et on a vu que c'est possible puisqu'on a déjà une directive sur le salaire minimum dans chaque État membre. Toutes ces questions-là doivent être travaillées ensemble. Fabrice Van Dorp, est-ce qu'on peut dire aux Ukrainiens, ce ne sera pas maintenant en tout cas que vous pourrez rentrer dans l'Union européenne? Moi je crois que c'est quelque chose qui sera certainement long, c'est une longue procédure. On parle des critères de Copenhague, mais je voulais dire, on ne doit pas arrêter la guerre, on doit rétablir la paix. C'est la première chose. Il faut revenir un peu sur l'humanité. On fait comment? Il faut être ferme, il faut montrer que l'Europe ne va pas se laisser envahir par M. Poutine et que justement on va aider les Ukrainiens à rétablir cette paix. Il faut négocier aussi, il ne faut pas seulement envoyer des armes, je pense qu'il faut avoir des négociateurs assez forts de chez nous. Vous pensez que la diplomatie a encore une place? Mais bien sûr, tant qu'on peut parler, je pense que c'est le but, tant qu'on peut parler. Avec qui il faut parler avec M. Poutine. Moi, je ne suis pas capable de parler russe malheureusement, mais en tout cas je pense qu'il faut envoyer des gens qui peuvent avoir un poids. Et il faut nommer quelqu'un en Europe qui va discuter avec ce monsieur. Et autrement, tant que cette guerre est là, de toute façon, on vient de le dire, tout a été dit, on le répète à chaque fois, tant que cette guerre est là, on ne peut déjà rien imaginer. Donc en plus, une procédure longue, un état de droit, donc c'est pas possible pour l'instant de faire entrer l'Ukraine, en tout cas chez nous, mais la guerre est à côté de chez nous. Ça fait 79 ans où nous vivons sans guerre, elle est quand même à 2000 km de chez nous. Et la diplomatie, vous y croyez aussi, Marc Botenga? J'y crois dans la mesure où tout conflit se termine par la diplomatie. Oui. Donc ça, c'est absolument clair. Il faut négocier. La diplomatie, ce n'est jamais un plaisir. Donc c'est pas quelque chose que vous faites avec vos amis. Avec vos amis, mais quand vous dites qu'il faut négocier, ce sont les Ukrainiens qui décident s'ils négocient ou pas. Évidemment, c'est les Ukrainiens qui vont négocier. Mais moi, j'entends que M. Zelensky, il y a quelques jours, a appelé une conférence pour la paix. J'entends que le vice-patron du renseignement ukrainien, donc pas un petit naïf, il a dit qu'il faudrait négocier avec les Russes. Et je vois que dans les années qui nous ont précédés, ils ont négocié plusieurs fois avec plus ou moins de succès. Sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, sur l'exportation des céréales, sur l'échange des prisonniers. Alors moi je dis, si aujourd'hui les Ukrainiens parlent eux-mêmes de négociations, il faut le faire. Après la conférence sur la paix, je ne pense pas que les Russes sont invités. Pour l'instant pas. C'est la discussion aussi entre l'Allemagne et la Chine, parce que l'initiative initiale vient de l'Allemagne et de la Chine, où il y a ce débat. Mais voyons, moi je suis pour d'explorer toutes les pistes. En partant évidemment du droit international. L'Ukraine a le droit à sa souveraineté, à l'intégrité territoriale. Point. Oui. Sophie Lumès, on parle de négociation, de diplomatie, mais la question du moment, c'est plutôt de savoir si les Ukrainiens vont être autorisés par l'Europe à utiliser des armes contre des cibles militaires en Russie, avec des armes occidentales, avec des armes européennes. C'est vrai que c'est la discussion qui émerge pour le moment. Et il y a beaucoup, vous savez, les expressions pour le moment vont assez dans tous les sens. Donc moi, ce que je préconise certainement en diplomatie, c'est de pouvoir faire en sorte qu'au niveau européen, on se mette d'accord sur les modalités les meilleures, sans trop s'exprimer vis-à-vis de l'extérieur, parce que ça fait aussi partie des stratégies vis-à-vis de la Russie qui évidemment est trop contente de pouvoir non seulement écouter et comprendre ce que les Européens ont dans la tête, mais encore plus de se régaler de leurs divergences. Je reviens sur l'élargissement à l'Ukraine. Il faut savoir, il ne faut jamais oublier que la raison pour laquelle l'Ukraine a été envahie et attaquée par la Russie, c'est parce que justement elle avait des aspirations européennes. Et effectivement, ça ne nous donne pas un devoir moral, mais il faut quand même accepter que quand on l'a vu en 2023, de plus en plus de pays qui reculent au niveau démocratique et qu'on a là maintenant 9 pays candidats qui aspirent à rejoindre l'Europe et nos valeurs, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Mais là où je rejoins mes collègues ici, c'est qu'il n'y a pas de coupe-fil
pour rentrer au niveau européen. Il y a les critères de Copenhague, effectivement, il y a l'acquis européen dans ces critères de Copenhague, ça n'est pas rien, ce sont 36 chapitres, mais il y a aussi et surtout la capacité, en fait, que quand un pays rentre dans l'Union européenne, il ne crée pas des distorsions et des difficultés de fonctionnement au niveau européen. Ça fait aussi partie des critères qu'il faut respecter. Alors, on parlait tout à l'heure de l'approfondissement, c'était la proposition, je pense que c'est une réalité, mais c'est une réalité qui doit même exister, cette réflexion en dehors de tout élargissement. Parce qu'aujourd'hui, on voit à quel point l'Union européenne s'essouffle dans des discussions interminables sur des choses qui ne devraient même pas poser question. Quand vous dites approfondissement, ça veut dire réformer l'Union européenne, faire en sorte qu'elle fonctionne mieux. Faire en sorte qu'elle fonctionne mieux, faire plus souvent appel à ce qu'on appelle la majorité qualifiée, au lieu de pouvoir, sur trop de sujets, qu'un ou deux pays puissent faire en sorte qu'on évite que Orban bloque des... Évidemment, exactement. Et alors, il y a des leviers, il y a l'article 7 qui a été évoqué, l'autre levier qui n'a pas encore été évoqué, c'est le principe de conditionnalité qui a déjà été utilisé pour effectivement bloquer des fonds à destination de pays qui ne respectent pas les valeurs, mais je partage l'avis qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et si on envisage un élargissement, il faudra aussi par après, si cela se fait et quand cela se fait, il ne faut pas se précipiter, revoir aussi le fonctionnement du Parlement européen parce que nous serons 720, 27 commissaires, peut-être 30. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir réviser aussi tout ça. Fabrice Van Dorp, sur le plan militaire, il faut continuer à aider un maximum les Ukrainiens. Bien sûr. Il ne faut pas être timide. Certainement pas. Il faut montrer justement qu'on ne va pas laisser M. Poutine envahir l'Ukraine, parce qu'après c'est la Pologne. Et là, on est mal parti. Donc il faut vraiment être très ferme et très fort sur ce point. C'est la seule solution de ne pas avoir M. Poutine qui commence à envahir après la Pologne et pourquoi pas un peu plus loin. Oui. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a dit attention, les petits pays doivent avoir peur. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Ils vont vers Verhofstadt. Est-ce que vous avez peur de ces menaces de Vladimir Poutine ? Je crois qu'il faut être très clair. Je pense que M. Poutine ne comprend que le rapport de force. Et ce n'est qu'en ayant un rapport de force à notre avantage qu'on aura la possibilité de le faire plier, y compris au niveau diplomatique. Et pour cela, on a besoin d'une Europe beaucoup plus unie, parce que unis, on est beaucoup plus efficient, on est beaucoup plus fort, et je pense que c'est ça la priorité des priorités, c'est aussi de construire et d'avancer sur un vrai pilier autonome européen de défense européenne au sein de l'OTAN, et en commençant par une stratégie d'achat et de réindustrialisation, en nous appuyant sur des joyaux qu'on a y compris en Belgique francophone, et je pense que c'est ça la priorité, c'est qu'on ait vraiment une vision stratégique, industrielle, pour augmenter notre rapport de force, pour pouvoir faire plier M. Poutine. C'est extraordinaire, il va en Verhofstadt avec vous. L'économie résout tous les problèmes. Elle ne résout pas tout, mais en tout cas, ça peut y aider. Et en tout cas, ça peut être 10 fois plus efficace d'avoir une Europe qui est harmonisée, qui fonctionne de manière concertée. Parce que sinon, aujourd'hui, si chacun fait sa petite armée dans son coin, on est beaucoup, beaucoup moins efficace. Elio Di Rupo, sur les menaces de Vladimir Poutine. Elles sont réelles. Vous savez, il y a une règle physique élémentaire qui est toujours valable. Toute action conduit à une réaction. Et s'il n'y a pas une résistance de la part de l'Union européenne, avec bien sûr l'Ukraine, et donc des forces, non pas sur le sol russe, mais sur le sol ukrainien, qui bloquent à un moment donné l'avance ou l'avancée russe, voire la faire reculer, Poutine ne va pas céder. Il a le sentiment qu'il rentre un peu comme dans du beurre. Mais il faut plaider pour la paix. On ne peut pas continuer comme cela. Et à un moment donné, la paix, on l'a fait avec qui ? On l'a fait avec cet ignoble individu qu'est M. Poutine. Mais pour ça, il faut aussi que l'Union européenne se mette d'accord. Et je rappelle que nous avons des chevaux de Troie. L'Hongrie à l'intérieur de l'Union européenne, c'est inimaginable. Xi Jinping, le président chinois, est tout sauf un distrait. Il est allé voir Macron. Il n'était pas très heureux. Ah, puis il est quand même allé voir Orban, c'est-à-dire le Premier ministre hongrois. C'est un signal terrible qu'il nous envoie, en disant « je viens là où ça fait mal à l'Union européenne ». Mais donc, réforme interne, parce que ce qui se passe maintenant avec un seul pays qui peut bloquer la dynamique, ça ne va plus. 2,
il faut négocier la paix, et il faudra le faire avec Poutine, mais en attendant, Poutine ne peut pas gagner, raison pour laquelle nous devons continuer à livrer un certain nombre, à donner des moyens financiers à l'Ukraine, et aussi penser à l'Europe de la défense, parce que je crois qu'il ne suffit pas d'avoir des traités internationaux, il nous faut aussi une coordination entre les différentes défenses de nos 27 États membres. Alors, on ne peut pas ne pas parler d'un autre sujet international, c'est bien sûr le Proche-Orient. Et on va commencer par écouter une question d'Alexandra, qui est étudiante, une question qui a été recueillie par la rédaction de Télécentre. J'aimerais savoir pourquoi l'Union européenne ne s'implique pas plus dans le conflit entre la Palestine et Israël à Gaza, et surtout pourquoi la Belgique ne souhaite pas reconnaître l'État palestinien alors que pourtant d'autres pays l'ont déjà fait. Alors, la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est une question qui se pose à la Belgique, c'est une question qui se pose en fait à l'Union européenne également, Sophie Wilmès. Tout à fait. Alors, il y a deux questions que cette jeune femme pose. La première, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus la voix européenne ? Eh bien, ça, c'est la démonstration que l'Europe n'est pas assez présente dans le débat international. Elle n'est pas assez présente parce qu'elle ne pèse plus assez. Elle ne pèse plus assez en termes économiques, effectivement. Elle ne pèse plus assez en termes de défense. Et elle ne pèse plus non plus assez en termes de capacité à s'exprimer. Et on revient ici aux modifications du fonctionnement des institutions. Alors effectivement, la Belgique a décidé de ne pas reconnaître la Palestine comme État pour le moment. Vous savez que le MR est totalement pour une solution à deux États. Qui dit une solution à deux États dit effectivement, in fine, à un certain moment, la reconnaissance de la Palestine. Et pourquoi on estime que ce n'est pas le bon moment ? Tout d'abord parce que le Hamas contrôle encore une partie significative de cette Palestine que l'on voudrait reconnaître. Le Hamas, qui est une organisation terroriste, il faut le rappeler. Nous ne voulons pas valider le Hamas, ni dans ses revendications, qui sont entre autres la destruction d'Israël, ni dans ses actions. Je pense à la barbarie du 7 octobre, je pense aussi au sort difficile qu'ils font vivre aux Palestiniens eux-mêmes. Mais on ne discute pas avec le Hamas, on discute avec l'autorité palestinienne. Et je continue. Et nous voulons aussi pouvoir travailler effectivement avec une situation qui soit vraiment utile aux Palestiniens. Alors d'aucuns expliquent que, ah oui, mais l'Espagne a reconnu, pourquoi est-ce que la Belgique n'est pas capable de le faire ? Il faut quand même être conscient que l'Espagne, le gouvernement espagnol qui est dirigé par Sanchez, un socialiste, c'est très très bien, je n'ai pas de difficulté avec ça, ne vous emportez pas, s'est associé avec les communistes. Et une figure de proue du Parti communiste qui siège au gouvernement a fait l'apologie par son vocable, en utilisant les mots de celles et ceux qui veulent la destruction d'Israël, en parlant effectivement de la Palestine qui devrait avoir son territoire du fleuve Jourdain jusqu'à la mer. Eh bien ça, monsieur, ça veut dire la destruction d'Israël. Et je regrette bien, mais une solution à deux États, c'est bien une solution de paix entre une Israël qui existe et qui continue à exister en paix et une Palestine qui existe et qui existe en paix. En Belgique, le PS n'est pas associé au PTB et le PS est favorable à la reconnaissance de la Palestine. Écoutez, ou je me trompe, j'ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention ce que dit Sophie Wilmès et chacun a droit à comment dirais-je, à sa philosophie. Moi, je vais vous donner la mienne. Moi, je connais Netanyahou pour l'avoir rencontré il y a près de 20 ans. La situation telle que nous la connaissons aujourd'hui, in globo, il en est très largement responsable. Et aujourd'hui, là où on trouve l'extrême droite et là où on trouve les fondamentalistes religieux, c'est dans le gouvernement de Netanyahou. Ce qui s'est produit avec l'attaque du Hamas, c'est totalement inacceptable. Mais ce qui se produit à Gaza, mais c'est inimaginable. Nous sommes la communauté internationale. Comment peut-on l'accepter ? Et donc, on doit, que ce soit les enfants, les innocents, tous les civils en général. Et c'est un gâchis abominable. C'est un gâchis d'abord pour les Palestiniens. C'est aussi un gâchis pour tous ces otages. C'est un gâchis pour toutes ces familles israéliennes également. Et donc, je crois que nous devons mettre l'accent sur la responsabilité
de Netanyahou. D'ailleurs, le procureur de la Cour pénale internationale ne se trompe pas à cet égard. Et nous devons impérativement faire en sorte de travailler au niveau européen pour que là, il y ait un cessez-le-feu, qu'on libère les otages, qu'on aide d'une manière humanitaire tout de suite et qu'on pense à la reconstruction. Je vais encore vous dire ceci, si vous me le permettez. Dans cette destruction, est-ce qu'on se rend compte comment est détruite la bande de Gaza? Dans le gouvernement Netanyahou, les ultras et les ultra-religieux espèrent qu'en faisant ça, les Palestiniens quitteront la Palestine. Eh bien, il faut que les Israéliens puissent vivre en paix, les Palestiniens aussi, raison pour laquelle nous sommes pour la reconnaissance de l'État de Palestine maintenant. Marc Botenga, vous ne faites pas partie du même gouvernement, mais vous êtes d'accord avec tout ce que vient de dire Elio Di Rupo? Qu'il faut une reconnaissance de l'État palestinien, c'est évident, mais ça fait 30 ans. Il faut reconnaître cet État selon les accords internationaux. Donc utiliser aujourd'hui ce qui se passe à Gaza pour ne pas le reconnaître, moi ça me choque parce que justement il faudrait le reconnaître. Mais il faut surtout des sanctions contre Israël. Aucun pays au monde ne pourrait se permettre ce que fait Israël aujourd'hui sans sortir sans sanctions. C'est impossible. Israël est accusé de génocide par des instances des Nations Unies. La Cour internationale parle de risque de génocide, très clair. Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt contre Netanyahou et contre le ministre de la Défense. Et ce n'est pas vrai que l'Union européenne n'a pas de levier. Je pense qu'un tiers du commerce israélien est fait avec l'Union européenne. Donc ça veut dire que si demain on prend des mesures, on peut agir, on peut faire pression. Mais que fait aujourd'hui le gouvernement ? Donc vous prenez notamment de suspendre l'accord d'association qui a un grand volet commercial avec Israël. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de sanctions contre Israël, il s'agit de suspendre déjà la base. C'est-à-dire qu'il y a un accord de privilèges, en fait, qui donne des privilèges à Israël par rapport au commerce. C'est-à-dire que des produits israéliens peuvent rentrer facilement sur le marché européen sans taxes, sans un tarif douanier, etc. Et en plus, il y a des armes toujours qui passent par le territoire européen pour aller en Israël. Quand vous voyez des corps d'enfants brûlés, des camps de réfugiés attaqués, des hôpitaux attaqués, des agences des Nations Unies, des écoles des Nations Unies bombardées, et vous laissez faire, non seulement vous laissez faire, vous continuez à soutenir Israël, mais alors vous êtes complice. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a un commissaire européen, donc quelqu'un du gouvernement européen, qui va en Israël et se fait prendre en photo de manière fièrement avec le ministre de la Défense israélien, qui est justement contre qui le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt, c'est vraiment une complicité avec une politique criminelle. Un Hongrois, rappelez-le. Oui, un commissaire hongrois. Moi, j'attends le premier commissaire européen qui se distancie de ça. Vous avez raison, Yvan Verhofstadt, reconnaître l'État de Palestine maintenant ou pas? Je pense qu'il faut reconnaître l'État de Palestine. On aura une solution à cette situation abominable. Ce qui s'est passé le 7 octobre est abominable. Les bombardements de camps de réfugiés, c'est abominable. On n'arrivera à sortir de cette dynamique qu'en aidant l'État de Palestine à se développer avec une autorité crédible, avec une prospérité retrouvée. C'est même pour les Israéliens qui sont pris aujourd'hui en otage par un gouvernement. Je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les Israéliens et le gouvernement israélien. Il faut, pour les Israéliens, demain, un État de Palestine prospère, qui fonctionne, qui est soutenu, que l'on devra soutenir. Et c'est là qu'est notre responsabilité, c'est d'aider l'État de Palestine à redevenir un État et à devenir un État crédible, qui fonctionne bien. Et ce n'est que comme ça qu'on aura les deux pays qui pourront vivre en paix demain. Et je pense que ça doit être notre première priorité. Un État prospère, j'ai noté que vous l'aviez dit, Yvan Verhofstadt, l'économie une fois de plus. Fabrice, c'est important de la comprendre, l'économie, parce que parfois ça joue beaucoup. Il faut lancer le processus de paix rapidement, il faut un respect du droit international, il faut un cessez-le-feu, la libération des otages, on vient de le dire. On ne peut pas négocier avec le Hamas, Mme Holmes l'a dit, comment voulez-vous négocier avec le Hamas qui prend le dessus sur l'État palestinien? On ne voit pas le président palestinien s'exprimer, il n'y a que le Hamas. On donne du crédit à ces gens qui sont des terroristes. Le Premier ministre de l'autorité palestinienne était à Bruxelles il y a un jour ou deux. Mais c'est ça, mais on ne le voit pas assez. C'est avec lui qu'on discute. Et j'irai plus loin, on médiatise très fort cette guerre. Il y en a plein d'autres guerres qu'on ne médiatise pas. Le Kivu. Il y a aussi une guerre depuis des années. Alors, c'est bien beau, mais je dis, on médiatise des guerres, mais je pense que c'est simplement l'horreur. Il faut simplement stopper de nouveau la négociation. Il faut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on fait. Il faut prendre des décisions sérieuses. Ce que vous dites, c'est on négocie d'abord et on reconnaît l'État de Palestine ensuite, ou on fait l'inverse. On ne peut pas reconnaître un État de Palestine comme ça et discuter avec des terroristes.
C'est pas possible pour l'instant, c'est le Hamas qui décide de tout. Il faut vraiment être très ferme dans. Il faut arrêter de négocier avec le Hamas. Oui. Il faut que cette guerre cesse. Ça, c'est la première chose. Un cessez-le-feu rapide et la libération des otages. Et là, on va pouvoir négocier. Oui. Mais pour l'instant, vous voyez que de part et d'autre, c'est un effet de ping-pong pour l'instant. Mais personne n'a parlé de négocier avec le Hamas. La question, c'est de savoir, est-ce que si on reconnaît l'État de Palestine maintenant, est-ce que ça va quelque part imposer, forcer à des négociations, y compris avec Israël, qui n'en veut pas pour le moment? Bien sûr, mais il ne faut pas non plus, justement, négocier en disant simplement on reconnaît et après on fait quoi? Il faut vraiment être très ferme. Ce qui se passe à Gaza, à Rafah, est absolument innommable. Et le deux poids deux mesures de l'Union européenne et de la majorité de ses États membres est absolument inacceptable. Si on veut redonner une force sur la scène internationale, Madame Wilmès, à la Belgique et à l'Union européenne, il faut que l'Union européenne arrête son deux poids deux mesures. On vient de parler de l'Ukraine, on vient de parler du comportement vis-à-vis de la Russie, de la force de diplomatie, que l'Union européenne doit se positionner en acteur de paix. Où est-elle quand il s'agit de la guerre menée par le gouvernement Netanyahou contre la Palestine? Alors oui, il faut reconnaître l'État de Palestine. Une grande majorité des États aux Nations Unies sont en faveur du droit international et de la reconnaissance de la Palestine, qui est une condition sine qua non à la relance d'un processus de paix et de la solution à deux États que nous prônons aussi. Pour répondre à la jeune femme qui nous interpelle, pourquoi la Belgique bloque? Ce n'est pas la Belgique. Ce n'est pas la Belgique. C'est le MR qui bloque, côté francophone. Madame Wilmès a ses raisons, le MR a ses raisons qu'on ne partage absolument pas. On veut que la Belgique n'attende pas l'Union européenne et soit acteur aussi et vecteur de paix et d'une solution à deux États. Cessez-le-feu, libération des otages. Il n'est pas question ici de négocier avec les terroristes du Hamas. Quand on parle de reconnaissance de la Palestine, ce n'est pas parce qu'on veut négocier avec des terroristes. Enfin, il ne faut pas non plus extrapoler. Non, c'est à un moment donné un préalable et une condition pour pouvoir avancer dans un processus de relance du processus de paix. Là où l'Union européenne a aussi failli ces dernières années. Où était-elle dans la poursuite de ce processus pendant ces dernières années? Donc, stop aux deux poids deux mesures, oui à la cohérence et aussi vis-à-vis de conflits qui semblent totalement oubliés, qu'il s'agisse du Kivu, qu'il s'agisse du Soudan, qu'il s'agisse d'autres conflits où l'Union européenne est absente. Continue ce deux poids deux mesures, c'est effectivement zéro crédibilité pour l'Union européenne dans le monde. On va terminer par notre séquence post-scriptum, autrement dit, qu'est-ce que vous aimeriez dire que vous n'avez pas pu dire, que vous n'avez pas dit? Sophie Wilmès. Je voudrais peut-être continuer sur ce qui a été dit maintenant, parce que je voulais encore répondre à quelque chose. Il faut bien comprendre qu'il faut cesser de binariser ce débat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les gens qui veulent reconnaître l'État de Palestine maintenant et qui sont dans le camp du bien, et ceux qui estiment que ce n'est pas le moment et qui dès lors sont dans le camp du mal. Personne ne laisse faire. Personne ne trouve que cette situation est normale. Tout le monde est horrifié. En tout cas, les démocrates sont horrifiés de ce qui se passe, ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza pour les populations civiles. Et donc, je voudrais dire, ça c'est très important, parce qu'en campagne électorale, on est en train de binariser les débats, on importe le problème ici, sur le territoire belge. Il y a 10 fois plus de signalements pour antisémitisme et il y a de la violence qui s'organise à la fois dans les universités ou dans les rues. Et ça, je suis désolée, ça ne va pas. Oui. Marc Botenga, qu'aimeriez-vous ajouter que vous n'avez pas pu dire? Mais moi, je pense qu'on ne peut pas discuter aujourd'hui d'une Europe dans le monde sans effectivement mettre en question ces deux poids, deux mesures et l'hypocrisie fondamentale de l'Union européenne que nous ressentons clairement et que les peuples du monde ressentent. Quand vous prenez des sanctions contre la Russie parce qu'elle envahit illégalement l'Ukraine, parce qu'elle occupe une partie du territoire ukrainien, mais pendant des décennies, parce que c'est des décennies qu'Israël occupe illégalement les terres palestiniennes et annexe les terres palestiniennes, chasse les Palestiniens de leurs terres, de leurs maisons et aujourd'hui les massacre dans une guerre génocidaire et vous ne prenez pas de sanctions, alors oui, il y a un deux poids deux mesures, il y a une hypocrisie qui mine, qui sape toute crédibilité européenne. Et il ne faut pas dire qu'on n'est pas d'un côté ou d'un autre. C'est très clair qu'aujourd'hui, l'Union européenne, par que ce soit la livraison d'armes, que ce soit les relations commerciales, que ce soit des subsides encore à des entreprises militaires israéliennes, soutient très clairement Israël. Et c'est une honte
Quand vous dites l'Union européenne livre encore des armes à Israël, c'est certains pays. Hein, oui, c'est des armes. Mais il y a deux choses. Il y a les livraisons par certains pays à Israël et puis il y a les armes qui transitent par le territoire européen pour aller vers Israël. Mais imaginez-vous aujourd'hui qu'il y aurait par le port de Zeebrugge des armes qui iraient à la Russie. Justement, tout le monde serait scandalisé. À raison. Et pourtant, à travers l'Europe, c'est ce qui se passe pour Israël. Yvan Verhofstadt, qu'aimeriez-vous ajouter que vous n'avez pas dit ? Moi, je voudrais quand même terminer par un mot d'espoir, quand même, et vous dire dans cette campagne électorale que je pense, peut-être parce que je suis nouveau en politique, mais je pense qu'on a la possibilité d'améliorer les choses et de faire autrement. Que ce soit avec Sophie, que ce soit avec Saskia, que ce soit avec Elio demain, je pense et j'espère qu'ensemble, on arrivera à avancer, à réformer, à changer le système vraiment à la racine. Vous disiez que je parlais beaucoup d'économie, mais c'est vrai pour les Palestiniens. Comment voulez-vous que demain, ils n'aient pas envie de devenir quelque part terroristes, s'ils sont assoiffés, affamés? Je veux dire, aujourd'hui, on doit donner de l'espoir à la population. Et je pense qu'entre démocrates, il y a moyen d'y arriver. Moi, c'est mon rêve. En tout cas, c'est ce pourquoi je veux m'engager et c'est ce pourquoi je veux travailler à partir du 10 juin, ensemble avec d'autres, parce que ce n'est pas seul. Ici, on s'oppose beaucoup. Mais la réalité, c'est qu'on aura besoin d'hommes et de femmes d'État qui ont envie de faire avancer les choses et c'est possible. Je voudrais quand même que les téléspectateurs aient ce message-là. On peut faire beaucoup mieux, on doit faire beaucoup mieux pour mes enfants, pour nos enfants, pour les prochaines générations. C'est possible. Fabrice Van Dort. Moi, j'ai noté un petit quelque chose. Je vais terminer en parlant du 9 juin parce que voter, c'est se poser des questions. Et pour qui? Pourquoi? Nous sommes hésitants, nous avons des peurs. Quelles sont les urgences? Le climat, le social, le budget, la migration, notre avenir. Nous sommes dans une impasse, dans une réflexion sans issue. Nous sommes dégoûtés de la politique et des grandes promesses et des grands slogans. C'est ce que j'entends toujours autour de moi. On me dit pourquoi tu t'es lancé en politique? D'une façon, ça ne sert à rien. Alors il faut agir plutôt que de discourir, c'est maintenant. Il faut un sursaut. Il faut revenir à des valeurs essentielles pour notre futur. Une politique d'action avec des vraies propositions, une transparence. Il faut être efficace et sans contraintes supplémentaires. En tout cas, pour abaisser le taux de chômage, on le voit ici à Bruxelles. On a des gens qui travaillent très très bien, notamment M. Bernard Clerfailly, qui a diminué de 10% le taux de chômage à Bruxelles. Et donc, il faut nous donner un petit coup de pouce. Défi est tout petit, mais on peut devenir très grand. Le changement, c'est maintenant. Comme dit mon copain Michel Kless, ne votez pas par défi, mais votez défi. J'adore cette phrase. Il faut... Oui, mais d'accord. Écoutez, alors donner un coup de pouce à défi, c'est ce que... Oui, voilà. Monsieur Verhofstadt a dit, je suis tout nouveau. En 1994, vous étiez conseiller communal du CDH ou du PSC à l'époque. J'étais conseiller communal quand j'avais 18 ans, le plus jeune conseiller communal. Mais ce n'est pas, vous le savez, un mandat d'un travail. J'ai fait 40 ans de carrière. On essaie toujours de rester jeune. Voilà. Ah, oui. C'est bien, vous avez 30 ans en arrière. Le petit nouveau, c'est moi. Malgré les 60 ans comme mon parti cette année, j'aimerais qu'on me respecte un peu. C'était coupé, s'il vous plaît. Le changement, c'est maintenant. Alors, qu'attendez-vous? Rendez-vous le 9 juin ensemble. Et voter pour vous, c'est voter pour moi aussi. Saskia Bricmont. Merci. Écoutez, oui, c'est à l'échelle de l'Union européenne que toute une série d'enjeux, que ce soit la politique extérieure et le fait de renforcer le poids de l'Union européenne dans le monde, mais aussi qu'elle développe des partenariats davantage d'égal à égal et équitable avec le reste du monde d'une part, et puis qu'elle travaille vraiment à amplifier son pacte vert et social européen, parce qu'on a toutes les cartes en main pour répondre aux défis du moment, qui sont ceux du dérèglement climatique. En 2019, il y a eu une vague verte parce qu'il y a eu une prise de conscience de l'urgence climatique. L'urgence climatique aujourd'hui est encore plus réelle. Et c'est ce qui devrait en fait dominer l'action politique dans tous les domaines pour faire en sorte que tous les secteurs, les transports, l'agriculture, les logements, tous les domaines contribuent à réaliser nos objectifs climatiques. Il n'y a que comme ça que notre économie, nos entrepreneurs seront résilients et pourront résister à des futures crises. Plan social, idem. Si on veut résister à des futures crises, c'est investir dans les services publics. Tout ça demande un vaste plan d'investissement européen de 2,3% du PIB. Allons-y ensemble. Vive le pacte vert. Et vive le pacte vert et social. Elio Di Rupo, je ne sais même pas vous le dire. Il vous reste en principe 20 secondes. Eh bien oui. J'ai interdit le transit d'armes sur le territoire wallon, donc pour Israël. 2, ma grande inquiétude, j'en ai une, c'est l'extrême droite et vraiment les démocrates, notamment au Parlement européen, doivent s'unir. 3, la Belgique, c'est notre pays, mais l'Europe, c'est notre avenir. Il suffit de regarder
la géopolitique du monde. J'espère vraiment que nos concitoyens vont se mobiliser, vont voter. Et personnellement, je leur dis, le parti le plus progressiste et le plus raisonnable, c'est le Parti socialiste. Sophie Wilmès, la Hongrie, on en a parlé, va prendre la présidence de l'Union européenne le 1er juillet. Ça vous fait pas peur, ça ? Écoutez, ça fait partie des processus de notre institution, de l'institution européenne. Donc effectivement, je pense que, comme le disait Elio, et voilà quelque chose sur lequel nous nous réunissons sans aucune, la moindre différence, en tout cas dans les partis ici qui sont démocratiques et qui sont hors extrême, c'est que combattre les extrêmes, combattre les revendications que peut parfois avoir la Hongrie contre l'état de droit, contre la possibilité des uns et des autres à devenir, à s'aimer comme ils ont envie de s'aimer, à grandir tout simplement. Je pense qu'on sera tous sur le même front. Marc Motenga, on pourrait s'opposer à la présidence hongroise ? On pourrait les suspendre en quelque sorte ? Moi, je pense que ce qui est efficace là-dedans, c'est la mobilisation. Avec les travailleurs hongrois, justement, qui souffrent aussi de certaines politiques libérales de Orban. Donc, il ne faut pas croire que toute la Hongrie, tous les travailleurs sont contents de la politique sociale de Orban. Et là, créer des liens pour justement créer un rapport de force et changer la politique à travers l'Europe, parce que ce n'est pas dans un seul pays qu'on y arrivera. Oui, Ivan Verhofstadt, sur la Hongrie. Mais j'ai parlé, je pense qu'il faut des sanctions beaucoup plus fortes par rapport à la Hongrie, mais permettez-moi juste une seconde. C'est le 33e débat que nous avons ensemble, et je voudrais quand même remercier l'ensemble de mes partenaires ici pour ces débats qui ont été riches, parce qu'une campagne électorale, c'est aussi ça, et riche de découvertes aussi. Donc je voudrais quand même aussi profiter de ce dernier débat, parce que c'est notre dernier débat, pour les remercier déjà pour ces moments passés ensemble, et j'espère qu'ensemble, on pourra encore se battre demain. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat, et je terminerai par deux mots. Votez bien.